Alors, du coup, je vais repasser les premières slides que vous avez présentées. Alors, pour se présenter en vitesse, donc effectivement, moi je suis Olivier Olvec, je suis consultant en développement durable. Je fais partie d'une agence de conseil qui s'appelle Primum Non Nocere. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de latin, ça veut dire d'abord ne pas nuire. C'est le premier serment d'Hippocrate, qui est un médecin il y a 3000 ans, qui a vécu il y a 3000 ans. Et tout ça pour dire que cette agence de conseil en développement durable sévit essentiellement auprès des agences de santé, des établissements de santé sanitaires ou médico-sociaux. Donc, on les aide à mettre en place les démarches de développement durable au sein de leur activité. Donc, on travaille aussi bien sur les achats, les déchets, la mobilité, la performance énergétique. On a également un sujet très fort sur ce qu'on appelle la santé environnementale, donc les sujets des perturbateurs endocriniens, des champs électromagnétiques ou de la qualité de l'air intérieur. On a des accompagnements à distance ou sur site. On réalise également formation, conférences. On a un bureau d'études thermiques que je partage avec Gauthier Lestrade. Et on réalise bien sûr des bilans carbone, les BGS. Donc, à chaque fois que je mettrai des slides qui ont des liens particuliers vers des sites pour retrouver les documents sur lesquels je me suis appuyé pour expliquer, je mettrai des boîtes comme ceci avec un lien. Donc, il vous suffira de cliquer par la suite si vous voulez retourner sur les sites. Deuxième sujet, à chaque fois que je vais faire des propositions d'action, il y aura un petit triangle sur le côté pour annoter, pour différencier en fait ce qui est du constat de ce qui est de l'action. Voilà, donc je vous propose de commencer sur cette conférence. Demain, tous malades, les conséquences du changement climatique. Alors, on s'est intéressé, c'est vrai, au sujet sanitaire du changement climatique, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, lorsqu'on sensibilisait nos clients sur les sujets du développement durable, sur les sujets du réchauffement climatique, en fait, la fonte des glaces, la montée des eaux, ce genre de choses, ça leur paraissait assez loin, c'était difficile de les toucher. Donc, on s'est dit, on va leur parler du sujet sanitaire, parce que ça, c'est des choses qui les touchent directement. Si on parle de l'asthme, si on parle de la qualité de l'air intérieur, c'est pas quelque chose qui est lointain, c'est vraiment quelque chose qu'on peut toucher tout de suite. Donc, ça a été vraiment un des axes qu'on a travaillé dans notre approche. Alors, au programme, donc je vous propose le constat de l'OMS, je vais y passer très vite dessus. Ensuite, comment diminuer les émissions de gaz anthropiques. Ça, normalement, on a un public aguerri, donc je vais passer également très vite. Et on va différencier certains risques sur la santé, donc que ce soit des effets liés à des conditions climatiques extrêmes, des tempêtes, des inondations, des sécheresses, les effets sur l'eau et l'alimentation, qui vont également apporter des maladies, ce qu'on appelle les maladies vectorielles, également les apparitions de nouveaux virus sur la fonte du permafrost, et enfin les effets liés à la pollution de l'air. Alors, ce que dit l'OMS, alors évidemment la littérature est vraiment très importante, je n'ai pas tout recopié parce qu'il y a vraiment énormément de choses, mais c'est vraiment changement climatique influe sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Et il liste donc l'air pur, l'eau potable, la nourriture en quantité suffisante et la sécurité du logement. Alors, nous, on ne va pas traiter tout à fait tous ces sujets, parce qu'on ne parlera pas de la sécurité du logement, mais sinon on parlera des autres sujets. L'OMS dit également, entre 2030 et 2050, on s'attend à ce que le changement climatique entraîne près de 250 000 décès supplémentaires par an dus à la malnutrition, au paludisme, à la diarrhée et au stress lié à la chaleur. Et enfin, pour parler de ce que ça coûte, le coût estimé des dommages directs pour la santé, hors agriculture, eau et assainissement, se situe entre 2 et 4 milliards de dollars
par an d'ici 2030 et on imagine que cela va augmenter si les conséquences du réchauffement climatique s'aggravent. Donc, il faut retenir que on va vraisemblablement avoir de plus en plus d'épidémies ou de maladies liées au changement climatique, de façon directe ou indirecte, on va le préciser après. Ça va coûter très cher et il y aura vraisemblablement des morts également, enfin des décès liés à ce réchauffement climatique, liés aux maladies, aux impacts sanitaires du réchauffement climatique. Alors, une liste rapide pour d'abord diminuer les émissions de gaz anthropiques, donc c'est-à-dire les gaz à effet de serre liés à l'activité humaine. Donc, on les connaît tous, je les fais rapidement, c'est arrêter l'utilisation des énergies fossiles en premier lieu, donc le pétrole, le gaz et le charbon, qu'il va falloir apprendre à s'en passer. Diminuer la part d'élevage du ruminant, donc c'est-à-dire manger moins de viande de bœuf et consommer moins de fromage. Donc j'ai mis les ruminants, c'est les bovins, les ovins et les caprins, donc les vaches, les moutons et les chèvres. Développer l'agriculture de conservation, ça a à voir avec le protoxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre qui rentre lorsqu'on met de l'azote sur des prairies ou des parcelles. Dans le cycle de dégradation de l'azote, ça produit du protoxyde d'azote. Donc l'agriculture de conservation, c'est un système pour labourer moins, qu'il y ait moins de lessivage et du coup qu'on utilise moins d'engrais azotés derrière. Limiter l'usage des gaz fluorés, les HFC, PFC, SF6. Donc souvent, c'est des gaz qu'on retrouve dans les groupes de froid, par exemple, dans les pompes à chaleur. Capter le méthane lorsque c'est possible, lorsqu'il y a un tas de fumier, lorsqu'il y a des décharges ou du lisier. Augmenter la part de biomasse, donc là, qui a un effet pour capter le carbone dans l'atmosphère, donc essentiellement planter des arbres. Voilà, donc le tour rapide, normalement, sur ces sujets-là, on est assez d'accord. Alors, premier sujet, les effets sur la santé des conditions climatiques extrêmes. Au niveau du constat, en 2003, donc la fameuse canicule qui a sévi en Europe, on a comptabilisé d'abord 70 000 décès, et ce que nous dit le GIEC, si on continue sur une trajectoire qui va nous amener à une température de 3,5 degrés d'augmentation de 3,5 degrés d'ici la fin du siècle, en fait, les étés moyens ressembleront à l'été 2003. Donc, ça sera plus un été exceptionnel, ça sera un été moyen, et c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, il y aura des étés bien plus chauds. Donc, c'est assez préoccupant. Et lorsqu'on regarde les courbes de simulation courbes de simulation du GIEC d'augmentation des niveaux de température, en fait, il y a 4 scénarios. Le scénario le plus bas qui nous amènerait vers une augmentation d'1,5 degré, c'est celui qu'on vise depuis la COP 21, mais actuellement on est plutôt sur le scénario le plus haut, c'est-à-dire on consomme tous les gaz qu'il est possible de consommer et on va plutôt vers une augmentation de 4,5 degrés. Et donc on n'a pas du tout pris la direction pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement climatique. Donc, par rapport à ce que je disais juste au-dessus, l'augmentation des 3,5 degrés, évidemment, c'est très préoccupant. Ça veut dire que bien avant la fin du siècle, on aura des étés qui ressembleront à l'été 2003 si on ne prend pas soin de faire des efforts supplémentaires. Donc, on a également un sujet, peut-être on est moins sensible à ça, ou peut-être on l'a moins en tête. Les catastrophes climatiques induisent à chaque fois des troubles mentaux, c'est-à-dire des cas de dépression. Typiquement, on s'en est aperçu lorsque il y a de fortes inondations, les personnes, les habitations sont détruites, ou alors lorsqu'il y a des sécheresses et des gens affectés dans la famille, ou des tempêtes. Donc, on a une augmentation des antidépresseurs,
Et on a également l'augmentation de cas de suicide, vraisemblablement, c'est ce que mentionne dans une étude Nature Climate Change. Voilà. Donc il y a effectivement, il faudrait aller vers une meilleure prise en charge de ces névroses psychosomatiques. Il faudrait également amortir les effets de la canicule. Donc, il y a bien sûr le sujet sur l'hydratation, hydrater les personnes âgées, les brumisateurs, utiliser des climatiseurs, avoir des bâtiments plus résilients, c'est-à-dire qui s'adaptent mieux aux températures. C'est déjà un petit peu ce qu'on est en train de faire avec ce qu'on appelle les bâtiments dits bioclimatiques. Et alors, j'ai mis une petite astérix sur hydrater les personnes, mais peut-être le docteur Durand nous en reparlera tout à l'heure. Comment dire, donner trop à boire à des personnes âgées peut également causer des problèmes, notamment des œdèmes, et peut causer également des décès. Donc, il faut raisonner cette préconisation. Alors, les effets sur l'eau et l'alimentation. Plus de CO2 dans l'atmosphère induit une qualité nutritive des aliments qui est moindre. C'est également une étude de Nature Climate Change qui en parle. Donc, on pourrait avoir des carences en zinc, en fer et en protéines à cause de l'augmentation du CO2. On va avoir également une diminution de la faune et de la flore terrestre, donc il va inciter des populations à s'adapter, à avoir un nouveau système agricole, modifier les techniques agricoles, à trouver de nouvelles essences, éventuellement à migrer. On a également un sujet sur la faune et la flore marine. L'acidification des océans, on s'attend, va poser un problème pour tous les organismes qui ont besoin de mobiliser beaucoup de calcium. Je pense aux coraux, aux krill ou aux plancton, par exemple, qui font partie de la base alimentaire. Enfin, je pense pour le krill et le plancton. Donc, voilà, il va se passer également un sujet sur la disponibilité alimentaire qu'il y a dans les océans. Et chaque degré supplémentaire, c'est en moyenne une perte de rendement sur le blé ou sur le riz, mais également sur toutes les céréales et toutes les cultures, donc qui ont du mal à s'adapter aux températures excessives. Alors, toujours sur l'eau et l'alimentation, la déshydratation peut aggraver certaines pathologies comme des migraines, des insuffisances cardiaques ou rénales existantes. Donc là, c'est pas l'augmentation directe des températures, mais c'est plutôt un manque d'hydratation dont on a parlé tout à l'heure. Et un autre sujet, alors là je l'ai appris en faisant la recherche, j'étais assez surpris, le permafrost, donc ce qu'on appelle cette bande de terre qui est gelée depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, donc qui se trouve nord du Groenland et puis tout le nord de la Russie et de l'Alaska. En fait, toute cette partie-là est en train de fondre, enfin de monter en température. Donc il y a plusieurs sujets sur ce permafrost. Celui que je connaissais pas, c'est qu'il y a a priori dans ces sols beaucoup de mercure qui pourrait se jeter dans l'océan en se réchauffant. Donc c'est effectivement un vrai problème d'empoisonnement des océans. Je change de sujet, on va parler des maladies vectorielles. Alors les maladies vectorielles, c'est des maladies qui sont transmises en principe par un insecte. Donc température et nature a influencé diverses caractéristiques bioécologiques de certains insectes. Donc c'est sur un document de la CENV, alors je me rappelle plus l'acronyme, ce que ça veut dire, mais bon, on l'aura sur le document si vous cliquez dessus. Et donc, ils disent que le cycle de développement de ces insectes va changer, va s'allonger. On va avoir des insectes qui vont venir à vivre dans des lieux qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Typiquement, c'est le moustique tigre qu'on voit sous nos latitudes depuis quelque temps. Nous, on est à Béziers, donc maintenant, on a appris à vivre avec. Durée du cycle qui va augmenter, la production la reproduction va être sur des périodes plus longues
et on va avoir un sujet sur la densité de population. Donc, ces différentes maladies vectorielles, on connaît Zika, dengue, chikungunya, la leishmaniose, maladie de Lyme, donc là c'est plutôt la tique, c'est pas un moustique, ou le paludisme qui est transmise par le moustique Anophèle. Donc tous ces insectes en fait qui sont plutôt des insectes de région chaude, enfin je pense aux moustiques, aux moucherons, il faut s'attendre à les voir arriver sous nos latitudes. Alors on pourra poser la question au docteur après s'ils amèneront les maladies avec, mais effectivement c'est une crainte qu'on peut avoir. Donc pour amortir l'impact des maladies vectorielles, donc il y a un plan de protection de lutte antivectorielle. Il faut informer les populations, renforcer ce qu'on appelle les précautions standards. Donc ça, ce sont des propositions qui sont déjà faites par les ARS, donc les agences régionales de la santé, qui sont déjà faites auprès des établissements de santé. Nous, on accompagne donc en Occitanie, par exemple, toutes les EHPAD ou toutes les cliniques, les hôpitaux ont reçu ces documents avec un certain nombre de plans d'action à mettre en place. Et vous voyez, par exemple, là, si je lis le A, donc sur le plan de protection, utilisation de moustiquaires off-net, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, moustiquaires de lit, ainsi de suite. Il fallait également retirer toutes les coupelles qui peuvent contenir un petit peu d'eau sous les plantes et qui peuvent être un foyer pour pondre des œufs. Voilà, il faut savoir que la plupart de ces moustiques, en fait, ont un rayon d'action d'à peu près d'une centaine de mètres, c'est-à-dire c'est rarement les moustiques des voisins que vous avez chez vous, en tout cas pour le moustique tigre, c'est vraiment un moustique qui se sent bien chez vous, donc qui a des flaques d'eau ou des petits niveaux d'eau de rétention où ils peuvent se reproduire. Et vous avez également le plan régional santé-environnement en Occitanie dont on va parler. Donc, un des sujets pour lutter contre ces maladies vectorielles et en fait les effets sanitaires d'une manière générale, c'est le plan régional santé-environnement. Donc, c'est un plan national qui est décliné par région, donc qui consiste à définir toutes les priorités en termes de santé et d'environnement. Alors, on parle de beaucoup de choses là-dedans. Hein. Tout n'a pas à voir avec le changement climatique, mais je vous le liste en vitesse. Ça peut être le moustique tigre, ça peut être le sujet avec l'ambroisie, qui est le sujet c'est une plante très allergène. Vulnérabilité des ressources en eau, donc ça nous concerne en Occitanie. On peut avoir du radon dans certaines régions et la gestion d'anciens sites miniers, ça ne nous concerne pas, mais voilà, ça peut concerner d'autres régions. Donc là, vous avez le plan d'action du PRSE 3 d'Occitanie. Je vais passer très vite parce que il va bientôt falloir que je laisse la parole. Autre sujet, l'apparition probable de nouveaux virus avec la fonte du permafrost, c'est-à-dire on sait que le permafrost, il y a énormément, enfin, il y a des virus, il y a des bactéries qui sont gelées depuis plusieurs années et on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas la quantité de virus, quelles elles sont, est-ce qu'on les connaît, est-ce qu'on les connaît pas. Et donc, il y a vraiment une vraie boîte noire par rapport à ce permafrost. Il faut savoir qu'en 2016, donc une des anecdotes par rapport à ça, il y a un jeune enfant qui est mort d'anthrax, alors que l'anthrax avait disparu depuis une soixantaine d'années en Russie. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était un renne qui avait vraisemblablement eu la maladie de l'anthrax et qui avait gelé il y a plus de 60 ans et en fait qui avait dégelé dans un coin et vraisemblablement le jeune homme avait été contaminé par ce biais-là. Donc, on peut imaginer de nouveaux virus, de nouvelles bactéries, mais là, encore une fois, c'est grand point d'interrogation. Autre sujet, une équipe scientifique française du CNRS qui a ressuscité un virus géant, donc ça c'était il y a 2 ans, je crois également, un virus qui datait d'il y a 30 000 ans, donc ils l'ont fait sous cloche, sous une grosse protection, on ne savait pas avant de le dégeler s'il allait pouvoir entrer
avoir un impact sur l'homme, ce qui n'était pas le cas, mais voilà. Encore une fois, on a un point d'interrogation, un point d'incertitude par rapport à ça. Je vais passer maintenant sur la qualité de l'air intérieur, la qualité de l'air extérieur, pardon, qui est un sujet. Donc, les différents polluants qu'on a sont les particules fines, l'oxyde d'azote et l'ozone. On estime en France une centaine de milliards par an, dont 20 à 30 milliards d'euros, rien que pour le coût lié à la pollution de l'air. Donc, un sujet tout à fait énorme. L'augmentation de la teneur en air, en ozone et d'autres polluants est exacerbe les maladies cardiovasculaires et respiratoires. Ça, je laisserai le docteur peut-être nous en parler un peu plus. On a également un sujet sur les pollens, alors qui n'est pas, on n'envisage pas forcément une augmentation de cas d'allergie, mais c'est plutôt des plantes qui se déplacent, qui s'adaptent à des nouveaux milieux avec le réchauffement climatique. Et donc, on risque d'avoir des plantes à pollen à des endroits où on n'a pas l'habitude d'en voir. Donc, le changement est peut-être plutôt à ce niveau-là. Alors, il y a un sujet pour limiter les émissions de particules fines sur les véhicules, donc favoriser les véhicules hybrides et électriques qui consomment moins de carburant, voire pas du tout lorsque c'est des véhicules électriques. Développer des systèmes de captation de particules fines sur les roues des véhicules. Donc ça, c'est des choses assez nouvelles qui sont pas obligatoires. Je l'ai vu plutôt à l'état expérimental, mais c'est un vrai sujet. Il faut savoir que maintenant, avec nos véhicules qui sont quand même, quoi qu'on en dise, de plus en plus propres, on émet de moins en moins de particules fines, et on s'aperçoit que 2/3 à 3/4 des particules fines qui sont émises par les véhicules sont émises par les plaquettes de frein en freinant. Donc, jouer sur le moteur, jouer sur la motorisation, c'est quelque chose. Il faut aussi jouer sur récupérer les particules fines. Donc, bien sûr, développer toutes les alternatives aux voitures, ou mieux remplir des voitures, c'est-à-dire tout ce qui est covoiturage, le vélo, les transports en commun, qui émet moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule rempli par une seule personne. Limiter l'impact des véhicules sur la qualité de l'air intérieur dans les agglomérations. Donc, il y a une étude de l'ADEME qui montre que le passage de 130 à 110 km/h dans les agglomérations, donc les autoroutes qui bordent les grosses agglomérations, font chuter les oxydes d'azote ou d'autres polluants. Donc nous, c'est le cas, par exemple, à Montpellier. Maintenant, pendant une trentaine de kilomètres autour de Montpellier, les autoroutes sont limitées ou à 110 km/h ou à 90 km/h. Donc ça permet de réduire directement les risques cardiovasculaires. Je vous ai mis cette étude. Notre belle chose qu'on a vue à la clinique Pasteur à Toulouse, qu'on connaît bien, ils sont en train de créer une plateforme logistique à l'extérieur de la ville, justement pour éviter ce flux incessant de livraison. Un coup c'est du linge, un coup c'est des commandes, un coup c'est des médicaments. Donc, tout sera livré à cette plateforme logistique et un seul camion viendra de l'extérieur de la ville jusqu'à la clinique livrer la totalité de ceux dont ils ont besoin. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, une belle chose. C'est initié par une clinique privée. Je trouve ça vraiment très bien. Toujours pour limiter les émissions de particules fines, favoriser les chauffages à pompe à chaleur ou au bois. Alors attention, le chauffage à bois, il faut vraiment aller sur chauffage à bois de très très bonne qualité. Hein. Là, je vous ai mis une étude de l'ADEME, sur la qualité de l'air, le chauffage au bois. Vous voyez, entre un foyer ouvert qui émet 97 kg par an de particules fines lorsqu'on chauffe en totalité avec ce mode de chauffage, et un foyer fermé flamme verte 5 étoiles, on n'est plus qu'à 3, on divise par 30 à 40 les émissions de particules fines. Donc il faut vraiment aller vers des bois,
qualité de chauffage bois très très performant. Maintenant, il existe même des flammes, ce qu'on appelle flammes vertes 6 et 7 étoiles, qui sont encore bien plus intéressants. Utiliser du bois sec, bien sûr, avec le moins d'humidité, traité, adapté au chauffage, pas non traité plutôt, et adapté au chauffage, entretenir régulièrement le chauffage. Juste pour finir, un petit point sur la qualité de l'air intérieur. On s'est aperçu qu'il y avait également l'augmentation d'intoxication au monoxyde d'azote lors de phénomènes climatiques extrêmes. Souvent, il y a on a des problèmes de chauffage, on a l'électricité qui saute, et là, on se met à allumer des modes de chauffage qu'on n'a pas l'habitude, on allume des bougies, on allume des choses comme ça. Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus pour prévenir ce type d'accident. On a également une augmentation des contaminations moisissures de l'air qui vont être favorisées avec le climat chaud, bien sûr, des inondations lorsqu'il y en a. Et on a, je dirais, un défaut des nouveaux bâtiments type RT 2012 qui sont de plus en plus étanches, qui ont des ventilations de plus en plus, on appelle ça des ventilations microwatts, donc qui consomment très très peu. Donc c'est une bonne chose d'un point de vue de la consommation d'énergie. Mais après, on a un certain nombre de bâtiments qui vont pas être suffisamment ventilés et on va avoir des problèmes de moisissure. Donc voilà, on propose d'aller sur de l'amélioration de la ventilation des bâtiments, qui nous semble plus important encore que les réductions d'énergie. Voilà, j'ai un peu couru parce que j'avais peut-être prévu un peu large au niveau de la présentation. Je vais laisser maintenant le docteur Durand intervenir plus sur l'aspect sanitaire et on répondra à vos questions à la fin. Alors, c'est à vous. Donc, bonjour, je vais vous parler de l'aspect pathologique du réchauffement climatique. Alors, bien évidemment, le réchauffement climatique n'est pas la pollution. La pollution est un phénomène très ancien, connu depuis très longtemps, 1952, le smog à Londres, et puis divers autres problèmes graves et ponctuels. Le réchauffement climatique est quelque chose qu'on connaît depuis quelques années, qui est essentiellement lié à l'émission de deux gaz, qui sont le dioxyde de carbone et le méthane. Alors, ces deux gaz par eux-mêmes ne sont pas toxiques pour l'homme, mais le réchauffement climatique va générer une dégradation très importante de la qualité de l'air, avec en particulier apparition d'ozone et majoration des particules fines. Ces deux composants se retrouvent déjà dans les polluants classiques de l'air, et donc on avait assisté depuis quelques années à une diminution progressive de la pollution et une amélioration progressive de la qualité de l'air. Et il y a fort à penser que cette amélioration progressive, avec le temps, va se dégrader, va se stopper et puis peut probablement se dégrader. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on respire quotidiennement 15 mètres cubes d'air, donc ce qui est une quantité absolument considérable. Et donc, nous sommes impactés, bien évidemment, par ce problème de pollution engendré en particulier par le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique va générer deux grands polluants qui sont l'ozone et les particules fines. Alors, les particules fines, ce sont des particules de poids moléculaire de taille inférieure à 2,5 microns, et on décrit à l'heure actuelle des particules ultra fines et même des nanoparticules dont probablement l'impact sera majoré avec le temps. Les conséquences, bien évidemment, vont être très importantes sur l'appareil respiratoire et en particulier sur les deux plus grandes bronchopathies, c'est-à-dire maladies des bronches que sont l'asthme et la BPCO qui étant classiquement la maladie du fumeur.
Ce qui est fondamental, c'est qu'on sait actuellement que cette pollution, donc majorée par le réchauffement climatique, va impacter d'autres types de pathologies. D'abord des pathologies respiratoires, et on a des surprises en voyant que la fibrose pulmonaire peut être impactée, en voyant que l'embolie pulmonaire, il peut y avoir une relation, tout ça étant à préciser, mais surtout, l'impact est fondamental au niveau des maladies cardiovasculaires, avec une très nette majoration des accidents ischémiques cardiaques, c'est-à-dire au sens large des infarctus, et l'apparition d'accidents vasculaires cérébraux qui jusqu'à présent n'étaient pas expliqués et qui probablement ont une relation très très forte avec cette pollution atmosphérique induite par le réchauffement climatique. Alors, bien sûr, le réchauffement climatique, on le sait, la température augmente, les gaz à effet de serre, la couche d'ozone troposphérique qu'il ne faut pas confondre avec l'ozone stratosphérique, celle où il y a le fameux trou qui est en train peut-être de se refermer un petit peu. C'est pas du tout pareil, c'est pas la même chose. Ça se situe à une altitude différente et ça a des conséquences bien évidemment totalement différentes. Alors, on va voir un petit peu en détail quels sont les effets de l'ozone et des particules. Alors, un des premiers effets, c'est sur le développement pulmonaire. Et des études assez extraordinaires ont été menées à San Francisco sur les 20 dernières années. Et la publication est sortie en 2015 et on voit bien que les volumes du poumon mobilisables et les débits sont plus grands ces dernières années en comparant avec les années, avec deux séries d'enfants fait plus précocement, et l'on voit alors que la pollution dans cette région a totalement disparu. On voit donc bien qu'il y a un effet majeur sur la croissance pulmonaire, et bien évidemment, dans la mesure où le réchauffement climatique va impacter cette pollution qui était en cours de régression, on voit bien que cela va avoir un impact. Le deuxième élément, c'est sur l'asthme. Alors finalement, est-ce que ça peut générer de l'asthme? Là, la question n'est pas absolument tranchée. On a des arguments indiscutables pour le dire, mais statistiquement, on n'est pas encore tout à fait, même si les outils statistiques se sont nettement améliorés, mais pour confirmer vraiment, c'est pas encore le moment de le confirmer. Par contre, il y a une relation absolument certaine avec la dégradation de l'asthme. C'est absolument certain. Et on admet à l'heure actuelle que 15 à 20% des crises, des exacerbations d'asthme sont liées à la pollution. Alors, une étude extraordinaire, là aussi, a été faite à Londres, où on a fait circuler, se balader des asthmatiques, soit dans Oxford Street, soit dans Hyde Park. Et on mesurait leur fonction respiratoire après s'être promené dans les zones polluées et après être allé dans les zones moins polluées, comme dans le parc. Et on avait une différence en termes de débit bronchique. On voyait donc bien que la pollution impactait directement l'état respiratoire du patient. La deuxième maladie, c'est la BPCO. Alors, ce qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, la bronchite chronique du fumeur, entre guillemets. Et là aussi, on sait qu'il y a un impact très net sur les exacerbations de la maladie. On sait que, par exemple, l'ozone est un très important irritant pour les voies aériennes, qu'il peut générer des épisodes de toux, de sifflement, de bronchiolite, de rhinopharyngite, etc. Et chez un patient atteint de BPCO, à l'évidence, on a une aggravation et on admet toujours pareil qu'il y a
peut-être environ 8 à 10% des exacerbations qui seraient dues à la pollution. Est-ce que cette pollution et est-ce que le réchauffement climatique va pouvoir déclencher à lui seul des bronchopnéumopathies chroniques obstructives? Là, rien n'est moins sûr. On n'a pas de statistiques suffisamment solides pour l'affirmer. Le grand générateur étant bien évidemment le tabac qui est un polluant majeur de l'intérieur des domiciles. Est-ce qu'il y a une relation avec le cancer du poumon? En 2013, le CIRC, c'est-à-dire le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une émanation de l'OMS, a déclaré que l'air que nous respirons était formellement cancérogène. Le Lancet, la grande revue britannique, a fait un éditorial même sur cette déclaration et on comprend tout à fait que nous ayons à l'heure actuelle un certain nombre de cancers bronchiques qui n'ont pas d'explication et qui peuvent tout à fait être à l'origine d'être secondaires à la pollution. Alors vous savez que la pollution agit de façon variable au niveau du poumon, mais notamment par ce qu'on appelle le stress oxydatif, qui peut modifier le profil génétique des cellules respiratoires. Et de là pourrait venir un certain nombre de cancers. Relation statistique, mais on ne sait pas si elle est parfaitement causale avec la maladie thromboembolique, la fibrose pulmonaire et plein d'autres maladies. Mais surtout, c'est une indiscutable relation avec les maladies cardiovasculaires. Alors, on admet à l'heure actuelle que la pollution en France est responsable de 48 000 morts prématurées. Si on replace ce chiffre dans un contexte, l'alcoolisme chronique fait 49 000 morts et le tabac fait 78 000 morts prématurées. Sur ces 48 000 morts prématurées, on admet que les 3/4 sont d'origine cardiovasculaire, par accident ischémique cardiaque ou accident vasculaire cérébral. Et dans 80%, ce sont les particules fines, PM2.5, qui sont en cause. On voit donc que le réchauffement climatique va générer d'une part de l'ozone dont la conséquence sera à l'évidence plutôt respiratoire, et va générer des particules fines dont les conséquences seront plutôt cardiovasculaires. Bien, ceci étant, c'est un problème mondial et puisque les grands pourvoyeurs sont la Chine et l'Inde. Y a-t-il d'autres conséquences sur l'état respiratoire de la pollution et des pics de pollution? Oui, on sait par exemple, et cette étude est sortie il y a un an sur l'European Respiratory Journal, les conséquences d'une augmentation de 10% des particules fines à 2.5, une étude faite sur 13 centres de transplantation pulmonaire, eh bien, on augmente le risque de rejet de 10%, et on augmente la mortalité d'environ 20 à 30% lorsqu'il y a des pics de pollution. On voit donc bien que l'impact de ce phénomène du réchauffement climatique, qui est bien évidemment, tout en étant différent de la pollution, est intimement imbriqué avec celle-ci, en tout cas va l'aggraver dans les années à venir. Et si nous ne faisons rien, ça va être probablement le 4e grand scandale sanitaire, puisque vous savez qu'en 1933, il y a eu le scandale sanitaire de la silicose qui n'avait pas été reconnue comme maladie professionnelle. Plus près de nous, il y a eu le scandale du tabagisme pour lequel l'industrie a truqué les résultats et avec une mauvaise foi évidente.
le troisième scandale sanitaire étant celui de l'amiante, puisqu'on a dû attendre 1997 pour le considérer comme une véritable maladie professionnelle et potentiellement source d'insuffisance respiratoire, de cancer, etc. professionnel. Et la quatrième grande type de scandale sanitaire, c'est celui de réchauffement climatique et de la pollution de l'air qui, pour l'instant, ne sont pas pris en compte de façon suffisamment drastique pour qu'on puisse faire quelque chose. Ce matin, au petit déjeuner, j'ai lu un article venant de Pologne, puisqu'il y a la COP 23, je suppose, à Varsovie, qui est dans un des pays particulièrement polluants, où tout le monde était d'accord pour dire que c'est un drame, mais entre l'accord et l'action que l'on peut avoir, la marche est vraiment très, très grande. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'impact du réchauffement climatique et de la pollution sur les maladies et sur l'état respiratoire. Donc merci à Olivier et au docteur Durand pour votre présentation. Je vois que la présentation a suscité pas mal d'attention des participants, donc c'est très intéressant parce qu'on a quand même quelques questions à poser. Alors la première serait pour le docteur Durand. On parlait de maladies vectorielles tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont transportées uniquement par la voie des insectes ou d'autres animaux? Alors, les maladies vectorielles sont transportées par un organisme, De là à dire que ces maladies vont impacter notre état sanitaire, pour l'instant, on n'a pas vraiment de recul, on ne peut pas trancher. Comme le disait Olivier tout à l'heure, on voit arriver le moustique tigre. On a des cas tout à fait sporadiques de chikungunya dans le sud de la France. On peut penser raisonnablement, mais il faudrait probablement que les températures augmentent beaucoup plus pour que ce soit un vrai problème loco-régional. Sporadiquement, on pourra avoir ce type de maladie, mais il faut vraiment que l'augmentation des températures se précise dans le temps et que ça augmente un petit peu plus. Merci, docteur Durand. J'ai une deuxième question. Alors, ça serait pour Olivier Olvec. Alors, je la lis. Il me semble avoir lu que le passage de 50 à 30 km/h augmente la pollution. Donc, baisser les limitations peut être contre-productif du point de vue pollution, du coup devant les écoles ou en centre-ville, même si pour la sécurité, cela me semble pertinent. Alors effectivement, j'étais moi-même assez surpris lorsqu'on lit le document. Donc j'ai mis le lien de l'ADEME, je crois, sur cette étude pour limiter les vitesses au bord des agglomérations. Donc, ils ont fait plusieurs tests. Ils l'ont fait sur des routes passées de 130 à 110. Ils ont fait sur des routes de passer de 110 à 90. Et alors, ils l'ont fait en intérieur, enfin en agglomération, de passer de 50 à 30. Et là, effectivement, c'était vraiment pas concluant. Et donc, ils ont a priori abandonné ce sujet. Alors, est-ce que c'était pour des histoires de rendement de véhicules, c'est-à-dire les gens poussaient plus leur vitesse et du coup, c'était contre-productif. Voilà, j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais effectivement, c'est ce qui est annoncé dans la revue que j'ai mis en lien. Alors, merci Olivier. Je crois que Dr Durand a un petit complément à ajouter à cette question. Alors, la question, c'était devant les écoles, etc. Alors, devant les écoles, le problème des poussettes est dramatique. Les poussettes sont au ras du sol, les enfants sont en relation directe avec tous les gaz d'échappement qui sont émis par les voitures. Ça, c'est un des problèmes majeurs
je trouve, sur le plan respiratoire. Et ça peut expliquer probablement une partie des ennuis de ces enfants, même s'il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle la maladie d'adaptation. Le deuxième problème, c'est l'habitacle des voitures, qui là aussi, dans les embouteillages, on prend tous les gaz d'échappement des voitures qui sont devant. Et nous, on transmet au suivant tous nos gaz d'échappement. Et on sait très bien que c'est un vrai problème, un vrai problème dans les villes. La pollution automobile, c'est vraiment excessivement compliqué. Alors, on pourrait se dire, est-ce qu'il faut favoriser le covoiturage, on est d'accord. Alors, on s'est posé la question du vélo. Parce que le vélo ou la marche à pied, on est là aussi dans des zones qui sont polluées et est-ce qu'il faut en faire? Alors, s'il y a un pic d'ozone, il faut éliminer, arrêter toute pratique sportive à l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'ozone, la pollution à l'ozone est nettement moindre dans les maisons. Par contre, en ce qui concerne la pollution générale, on a un même taux dedans et dehors, quels que soient les moyens que l'on utilise pour calfeutrer son domicile. Deuxièmement, pendant la pollution, il faut donc éviter toute activité physique intensive. Il n'y a rien de pire que pratiquer un jogging dans les villes lorsqu'il y a beaucoup de circulation. C'est une vraie catastrophe. Par contre, on admet que faire de la marche ou faire du vélo, régulièrement, le bénéfice, y compris dans les villes, que peut apporter la pratique du vélo régulière quotidienne est supérieur à l'impact négatif que peut générer la pollution lorsqu'on fait du vélo. Mais quand on fait du vélo, c'est vitesse inférieure à 20 km/h. Pas de vélo de façon intensive. Il faut faire du vélo. C'est comme de la marche à pied. Il faut faire une marche relativement tranquille à 4-5 km/h. À ce moment-là, c'est bénéfique. Et c'est un bénéfice supérieur à l'impact que peut générer la pollution. Par contre, s'il y a pic de pollution, le problème majeur, c'est vraiment de suspendre toute activité physique du fait d'un effet très, très irritant sur les voies respiratoires. Très bien, merci Dr Durand. J'ai une autre question pour Olivier Olvec de Gilles Grandval. Alors, si je comprends bien, la relation augmentation des températures ozone, je ne vois pas le lien direct avec les particules fines. Quel est l'aléa climatique qui va augmenter la concentration des particules? Alors, oui, je pense que c'est autant une réponse pour le docteur, mais je lui laisserai la parole. Il y a un effet, c'est très indirect en fait, les particules fines. Donc c'est l'usage des carburants fossiles, c'est l'usage, on l'a vu, du chauffage au bois. Et c'est également des faits un peu extérieurs, c'est-à-dire en cas de forte chaleur, on a plus d'incendies. Donc les incendies émettent énormément de particules fines également dans l'air. Donc voilà, c'est vraiment des effets indirects, je pense, aux températures. Je vais laisser le docteur, si vous voulez, rajouter quelque chose. J'allais dire les mêmes choses. Le problème du réchauffement climatique, c'est que il y a de très grands incendies. On a vu ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. Et ces incendies sont générateurs majeurs de particules. Il y a les perturbations climatiques qui induisent des grandes tempêtes de sable. Et on voit les grandes pollutions de sable, que ce soit en Chine, en Australie, qui génèrent des particules fines de poids moléculaire, de taille, inférieure à 2,5 microns, qui vont donc pénétrer très loin dans l'appareil respiratoire. La relation entre l'ozone est un gaz qui est lié c'est une réaction photochimique entre les NOx, c'est-à-dire les oxydes d'azote,
et entre attendez, j'ai un trou, les NOx et les composés organiques volatiles. Et c'est ce mélange-là qui fait apparaître l'azote, l'ozone, que l'on a donc en altitude. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus d'ozone en haut des montagnes que en bas. Surtout qu'en bas, les oxydes d'azote vont le dégrader, peuvent le dégrader. Donc, ça le crée, mais quand ça arrive en bas, ça le dégrade. C'est un petit peu complexe. Et l'ozone est le deuxième grand polluant, bien évidemment, du réchauffement climatique et de l'effet de serre, entre guillemets, qui bloque la diffraction des infrarouges vers l'extérieur. Voilà en gros ce que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, il y a 2 autres questions, mais je pense qu'on va être limite au niveau du temps, étant donné qu'il y a la conclusion à faire. Donc je pense que les dernières questions, on va y répondre par écrit, si vous le voulez bien, et puis on va procéder à la conclusion de la conférence. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre intérêt à la présentation. Et je laisse la parole à Emeline.